Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit modèle économique qui remonte à un article de 1929 écrit par Harold Hotelling qui s'appelle Stability in Competition, la stabilité dans la compétition, et qui fondamentalement décrit la concurrence entre deux vendeurs, deux marchands qui ont le monopole, l'exclusivité du commerce auprès de certains clients. Il s'agit donc d'une situation de duopole. C'est le mot que les économistes emploient pour ce genre de situation. Ce modèle est très connu, presque tout étudiant d'économie l'a rencontré une fois dans ses études, et comme il est dû à Hotelling, on l'appelle parfois aussi le modèle de Hotelling. Voilà de quoi il s'agit. Imaginez une plage sur laquelle se trouvent des touristes qui sont uniformément répartis le long de la plage. Donc, il y en a un peu partout de façon relativement uniforme. Et sur cette plage, nous allons rencontrer deux vendeurs. Je les ai appelés Paul et Salim, qui vendent des glaces. Paul et Salim sont au début de notre situation posés quelque part le long de la plage d'une manière quelconque. Ça n'a pas d'importance où ils commencent leur journée. Ils commencent à vendre. Et ils vont très vite s'apercevoir que, supposons bien sûr que les prix de leurs glaces sont les mêmes, que les produits qu'ils vendent sont aussi les mêmes, nous essayons de nous simplifier un peu la vie, et ils vont s'apercevoir que les clients n'ont quelque part de préférence pour l'un ou pour l'autre que par rapport au fait qu'ils doivent marcher plus ou moins longtemps le long de la plage. Donc, les clients qui se trouvent à la droite des Salim, ils n'ont fondamentalement de préférence que pour Salim. Ils ne vont jamais aller chez Paul parce qu'aller chez Paul est toujours plus long, ça prend plus de temps. Et ceux qui sont à la gauche des Paul vont faire le même raisonnement. Ils ne vont jamais aller voir Salim. En revanche, ceux qui se trouvent entre les deux marchands, ils doivent choisir lequel de deux se trouve plus proche d'eux. Si c'est de cette façon que les clients choisissent où aller acheter leur glace, Paul va se dire, si je me rapproche de Salim, quelque part, tous les clients qui sont à ma gauche sont pour moi, j'ai augmenté l'espace à ma gauche. Tous les clients qui sont entre nous, on se les répartit moitié chacun, donc je prends plus de clients. Mais Salim aussi va faire le même raisonnement. S'il s'approche de Paul, il va aussi gagner des clients. Et donc nous allons voir les deux marchands converger vers le centre de la plage. Souvent, on explique aux jeunes étudiants d'économie que c'est pour cette raison que nous constatons des marchands de produits tout à fait équivalents ouvrir leur boutique dans la même voie, dans la même route ou sur le même chemin, côte à côte. Et l'exemple peut-être le plus cliché que tout le monde a rencontré, c'est celui des pharmacies et la tendance des pharmacies donc d'ouvrir l'une à côté de l'autre. Cependant, cette histoire est tout de même un peu plus complexe et a une morale plus intéressante. Hotelling voulait en effet montrer que le mécanisme de marché, la compétition, lorsqu'elle a lieu dans une situation de duopole entre deux marchands, ne donne pas lieu au mieux possible, à ce qu'il y a de mieux pour le bien-être public. C'est même plutôt le contraire en fait. Hotelling voulait montrer que ça peut carrément être le pire des scénarios possibles qui se réalisent sous les règles de la compétition. Pensons à son client. Du point de vue des clients, la situation la meilleure dans laquelle on peut se retrouver, c'est celle où les vendeurs des glaces se trouvent respectivement à 1/4 et 3/4 de la longueur de la plage, donc à la fois à la même distance des bords et du centre. Pourquoi ? Parce que les clients, de cette façon, doivent parcourir au pire 1/4 de la plage pour aller chercher leur glace. Au mieux, ils ont beaucoup moins que ça à faire. Si on accepte que dans notre analogie, les clients sont la société dans son ensemble, fondamentalement ici on est en train de regarder une société simplifiée composée des clients qui prennent le soleil le long d'une plage. Du point de vue de la société, la situation optimale
optimale est celle où les marchands sont distribués à un quart et trois quarts de la plage. Cependant, la réalité, ce qui arrive à travers les mécanismes de la compétition, si les marchands sont libres de choisir leur emplacement, c'est ça. Ils vont aller vers les centres. Et ça, non seulement, ce n'est pas l'optimum pour la société, c'est même la pire configuration possible qui puisse se réaliser. Parce que dans ces cas de figure, les clients vont au pire devoir parcourir une moitié de la plage, c'est le cas s'ils sont au bord, et dans le meilleur des cas, bon, ils sont là, mais dans la plupart des cas, ils sont de toute façon plus éloignés que ce qu'ils auraient été dans la situation qui est optimale de leur point de vue. L'analogie des Hotelling suggère donc, c'est lui-même qui le dit, que dans une situation de ce genre, un État de type socialiste obtient de meilleurs résultats qu'une organisation de type capitaliste. Pourquoi? Parce qu'un État socialiste peut planifier la production, peut planifier le commerce, et peut donc imposer aux vendeurs des glaces d'aller se placer là où ils réalisent un optimum social, à un quart et trois quarts de la plage, plutôt que là où ils réalisent leur propre optimum commercial, qui est celui qui réalise sous les règles capitalistes, mais qui fondamentalement desservit le bien-être public. Hotelling va plus loin dans son histoire et imagine d'autres cas de figure. Par exemple, les marchands pourraient quelque part ne pas avoir la possibilité de bouger. Mais en échange, ils pourraient avoir la possibilité de se concurrencer par le prix, en baissant le prix de leurs produits. Par exemple, si Salim propose 3 € pour la glace, Paul n'a fondamentalement qu'à baisser son prix et proposer de la vendre à 2 €. C'est ce qui arrive tout le temps lorsqu'on est confronté à des soldes ou alors à des actions, à des offres, au rabais sur un marché, sur une vente de marchandises. Mais il existe d'autres formes de concurrence auxquelles ces marchands pourraient être tentés de se livrer. Une, c'est de passer un accord et de former un petit cartel. C'est le cas, par exemple, lorsqu'ils s'accordent pour vendre leur glace à un prix relativement élevé et ils essayent fondamentalement de créer un monopole artificiel. En mettant, voilà, en passant un accord. Mais Hotelling dit que ce genre de situation est difficilement stable et se réalise rarement. Une autre forme de concurrence à laquelle les marchands pourraient se livrer serait non pas de se concurrencer par les prix, mais de rendre par exemple les déplacements le long de la plage difficiles. C'est le cas par exemple s'ils ne s'occupent pas d'entretenir la plage, s'ils la salissent, s'ils créent des bosses ou s'ils laissent tomber des déchets le long du chemin que les clients doivent faire pour venir les chercher. Dans ces cas, la concurrence par les prix des pôles, qui essayent de baisser le prix de sa marchandise, pourrait ne pas suffire à convaincre un client d'aller chez lui plutôt qu'aller chez Salim. Pourquoi? Parce que le parcours à faire est quelque part à un prix plus élevé que la différence des prix que Paul est capable de proposer par rapport à Salim. Donc fondamentalement, nous sommes là face à une forme de concurrence, non pas par les prix, mais par d'autres facteurs. Ces facteurs, bien sûr, avantagent les vendeurs, mais n'avantagent nullement les clients, donc ils desservissent le bien public. Un autre exemple qu'Hotelling propose de situation dans laquelle ce genre de concurrence duopolistique n'est pas au service du bien public, c'est lorsque les vendeurs se font une concurrence par les prix très dure, très méchante. Et ce qui arrive par exemple, c'est que Salim commence à proposer 3 € pour sa glace, Paul propose non, moi j'ai fait 2 €. 1 € dit Salim, et puis Paul propose 20 centimes. Et le client, bien sûr, à chaque fois est amené à changer quelque part son avis. Mais le résultat final de cette concurrence au rabais pourrait être tout simplement que Salim va faire faillite. Si Salim fait faillite, disparaissent les prix des Paul et les prix des Salim. Paul se retrouve un monopolaire et va donc pouvoir imposer le prix qu'il le veut à tous les clients qui n'auront plus d'autre choix. Hotelling nous dit finalement que
peut-être cette histoire n'est qu'une métaphore, que peut-être la plage n'est pas la plage et les marchands ne sont pas des marchands. Tout comme les clients sont de la société, les marchands pourraient proposer ou carrément être autre chose que des vendeurs de glace. Ils pourraient par exemple être des vendeurs de cidre. Et ce qu'ils vendraient, ce serait des cidres très acidulés plutôt que des cidres très doux. Le même cas de figure va avoir lieu. Les marchands qui vendent un cidre très acidulé ont intérêt à les rendre un peu plus doux pour essayer de conquérir des clients qui aiment la douceur. Et celui qui vend un cidre très doux a intérêt à les rendre un peu plus acidulés pour attirer des clients qui aiment l'acidulé. Ça va rendre leur produit très uniforme et finalement desservir les clients qui aiment l'acidulé et qui aiment le doux, pour ne servir que ceux qui aiment un peu la moyenne. Mais c'est fondamentalement dans l'esprit du commerce et de la concurrence, et donc dans l'avantage des vendeurs, d'avoir une telle politique. Hotelling va encore plus loin et suggère que la même chose est vraie lorsque nous regardons un combat politique. Fondamentalement, dans un combat politique, les vendeurs des glaces sont des partis politiques, et si nous sommes dans une situation avec seulement deux partis, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple, chaque parti sait très bien que les électeurs radicaux vont toujours rester chez lui. Les démocrates savent que les gens très à gauche vont voter démocrate, et les républicains savent que l'alt-right, les gens très à droite, vont voter républicain parce qu'ils n'ont pas mieux à faire. Ils ont donc tout intérêt, les démocrates, à se rapprocher du centre et des idées républicaines, et les républicains à se rapprocher du centre et des idées démocrates, pour finir à raconter une histoire qui se ressemble pas mal, d'un côté comme de l'autre, et desservir leurs électeurs qui se trouvent loin du centre. Mais bien sûr, ce qu'ils sont en train de faire est dans leur propre intérêt. Ils ont intérêt, s'ils veulent être élus, à tenir un discours de plus en plus au centre, ce qui amène les discours différenciés, divers, variés à disparaître. Et fondamentalement, il n'y a plus qu'un discours vaguement des centres de deux partis politiques qui reste viable et praticable sur la scène politique. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous ai raconté mon histoire et je vous remercie de votre écoute. À bientôt à la table des économistes.